Imagine porter un sac à dos invisible, rempli de remords, de reproches, de culpabilité qui t'empêchent d'avancer. Maintenant, imagine le poser à côté de toi, sentir le soulagement, respirer profondément, ouvrir ton cœur. C'est exactement ce que propose le bouddhisme. Lâcher le poids du passé pour vivre avec une paix intérieure plus profonde. C'est un chemin où le pardon envers les autres et envers toi-même n'est pas une faiblesse, mais une libération. Dans cette vidéo, tu vas apprendre, pas à pas, comment transformer la culpabilité en compassion et les blessures en espérance. Es-tu prêt à commencer à lâcher prise? Le poids de la culpabilité. Ce que c'est et pourquoi elle nous enchaîne. La culpabilité est l'une de ces émotions qui s'installent sans demander la permission et prennent plus de place qu'elles ne devraient. Parfois, elle naît de quelque chose que nous avons fait, d'autres fois, de ce que nous n'avons pas fait. Elle peut même apparaître sans raison claire, simplement parce que nous avons pris l'habitude de nous juger durement. Lorsqu'elle reste trop longtemps en nous, la culpabilité se mêle à la honte, à la peur, à l'auto-exigence et au sentiment de ne jamais être à la hauteur. Sans nous en rendre compte, nous traînons alors une tension intérieure permanente. Beaucoup de personnes vivent la culpabilité comme une dette morale éternelle, comme si le passé ne pouvait pas être changé, mais devait malgré tout être payé encore et encore dans l'esprit. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Le problème, c'est que la culpabilité ne résout rien. Elle ne répare pas le passé, ne réécrit pas nos décisions, et surtout, ne fait pas de nous de meilleures personnes. Elle use, elle enferme dans un cercle dont il est difficile de sortir. On pense à l'erreur, on se punit, on se sent diminué, puis on revient à l'erreur. Un cycle qui nourrit la tristesse et l'auto-jugement. Il y a un point essentiel à comprendre. La culpabilité nous fait vivre dans un temps qui n'existe plus. Elle nous ancre dans des scènes parfois très anciennes et les ravive avec une intensité qui ne correspond plus au présent. L'esprit répète ce que nous aurions dû faire, dire ou comprendre, comme si la version actuelle de nous-mêmes avait déjà existé à l'époque. Mais ce n'était pas le cas. La culpabilité l'ignore et nous demande des réponses parfaites dans des moments où nous n'en étions tout simplement pas capables. En réalité, la culpabilité est profondément liée à l'attente irréaliste d'être irréprochable, comme si toute erreur révélait une faiblesse ou un manque de valeur. Cette pression intérieure crée une tension émotionnelle qui affecte tout, la manière dont nous nous parlons, dont nous traitons les autres et même la façon dont nous prenons nos décisions. Au lieu de nous enseigner, cette voix intérieure nous accuse. La culpabilité se nourrit aussi de la comparaison. Nous regardons les autres en pensant qu'ils auraient agi mieux, qu'ils auraient été plus courageux, plus généreux, plus responsables. Pourtant, nous ne connaissons presque jamais leur histoire complète, ni leurs luttes intérieures. Malgré cela, nous nous imposons une perfection que personne ne peut réellement atteindre, ce qui crée un sentiment constant d'insuffisance. Lorsqu'elle devient chronique, la culpabilité nous coupe de nos émotions réelles. Plutôt que d'accepter la tristesse, la confusion ou la colère, nous préférons nous punir. Il est parfois plus facile de se blâmer que d'admettre que nous sommes vulnérables, que nous pouvons faire du mal sans le vouloir, ou que certaines situations nous dépassent. La culpabilité agit alors comme une armure qui finit par devenir une prison émotionnelle. Certaines personnes ressentent même de la culpabilité pour des choses qui ne dépendent pas d'elles, ne pas avoir été présente à un moment précis, ne pas avoir anticipé l'imprévisible, ne pas avoir répondu aux attentes des autres. Dans ces cas, la culpabilité devient un fardeau hérité, une responsabilité injuste que l'on porte sans pouvoir la résoudre. Elle altère aussi notre perception du monde. Des gestes neutres deviennent des reproches imaginaires. Nous croyons que les autres nous jugent, qu'ils se souviennent de nos erreurs avec la même intensité que nous. Mais ce n'est presque jamais vrai. La culpabilité amplifie tout, rend le passé gigantesque et disproportionné. Le premier pas pour la relâcher
est de comprendre que la culpabilité n'est pas un ennemi, c'est un signal. Elle ne demande pas un châtiment, mais de l'attention et de la compréhension. Elle nous invite à regarder ce qui s'est passé avec honnêteté, sans fouet intérieur, mais avec l'intention d'apprendre. Personne ne peut changer son histoire, mais chacun peut changer la manière dont il la regarde. La culpabilité révèle souvent un désir profond d'agir avec plus de conscience, de bienveillance et de responsabilité à l'avenir. En cela, elle a une valeur. Le problème commence lorsque cette valeur se transforme en poids permanent. L'enjeu n'est pas de nier l'enseignement, mais de le prendre, puis de laisser partir la souffrance inutile. Or, bien souvent, nous faisons l'inverse. Nous oublions la leçon et conservons la douleur. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose bouge à l'intérieur. La culpabilité cesse d'être une condamnation et devient une invitation à une compréhension plus humaine de nos blessures et de notre parcours. Car une chose est certaine, nous nous trompons tous, sans exception, et nous méritons tous une seconde chance, non pour effacer le passé, mais pour grandir à partir de lui. Comprendre la culpabilité à travers le regard bouddhiste. Lorsque l'on observe la culpabilité depuis la perspective bouddhiste, elle cesse d'être un châtiment et devient une émotion issue de l'ignorance, de la confusion et de l'habitude de s'identifier à chaque pensée qui traverse l'esprit. Le bouddhisme ne cherche pas à accuser, mais à comprendre, et cette différence transforme profondément notre relation à ce que nous ressentons. Selon cette approche, la culpabilité naît de l'illusion que nous sommes encore exactement la même personne que celle qui a agi dans le passé. Or, chaque jour, nous changeons. Notre compréhension évolue, notre expérience s'approfondit, notre regard se transforme. Pourtant, nous continuons à nous juger avec la conscience d'aujourd'hui pour des décisions prises avec la conscience d'hier. La culpabilité apparaît lorsque nous restons prisonniers d'idées rigides sur ce que nous aurions dû faire. Ces idées ne viennent pas d'une réflexion paisible, mais d'un mélange d'auto-exigence, de peur du rejet et de besoin de contrôle. Nous voulons ne jamais échouer, ne jamais décevoir. Mais le bouddhisme rappelle une vérité essentielle. La vie est faite d'actions imparfaites. Personne ne vit sans se tromper, personne ne prend toujours la bonne décision. Personne ne peut prévoir toutes les conséquences de ses actes. Comprendre cela ouvre une porte importante, celle de cesser de nous demander l'impossible. Une autre clé fondamentale est de reconnaître que la culpabilité se maintient grâce à la répétition mentale. Ce n'est pas l'événement qui pèse le plus, mais l'histoire que nous racontons sans cesse autour de lui. L'esprit retourne au passé en croyant pouvoir le modifier, alors qu'il ne fait que renforcer la souffrance. Le regard bouddhiste propose d'observer ce mécanisme. Au lieu de se perdre dans l'histoire, on peut prendre conscience que l'histoire se déroule dans l'esprit. Cette simple prise de recul crée un espace intérieur, un espace pour respirer et voir plus clairement. Le bouddhisme distingue également la culpabilité de la responsabilité. La culpabilité est lourde, confuse et paralysante. La responsabilité est claire, concrète et orientée vers l'action. La culpabilité dit « tu es une mauvaise personne ». La responsabilité dit « tu peux faire mieux ». L'une enferme dans le passé, l'autre ouvre vers l'avenir. Selon cette sagesse, toute souffrance naît de la résistance. Résistance à ce qui s'est produit, résistance à notre imperfection, résistance à l'idée que tout n'est pas contrôlable. La culpabilité est une forme de résistance. Elle s'accroche à l'idée que nous n'aurions jamais dû échouer, alors que l'échec fait naturellement partie du chemin humain. Accepter cette réalité profondément et sincèrement adoucit la culpabilité de façon radicale. Non pas en la niant, mais en la laissant se transformer en compréhension, en apprentissage et en paix intérieure. Un autre point essentiel est que la culpabilité se nourrit de la vision que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous nous voyons comme des personnes fondamentalement défectueuses, la culpabilité trouve un terrain idéal pour se développer. Mais lorsque nous comprenons que notre valeur en tant qu'êtres humains ne dépend ni d'une réussite ni d'une erreur, quelque chose change profondément en nous. Non pas parce que nous cessons de nous soucier de nos actes, mais parce que nous arrêtons de nous juger à travers le châtiment
et commençons à nous traiter avec davantage d'humanité. Selon cette vision, chaque personne est en chemin. Une erreur ne définit pas ce chemin, elle ne fait que révéler un moment à l'intérieur de celui-ci. L'enseignement bouddhiste nous invite également à observer l'origine de nos actions. Très souvent, nous agissons par manque de clarté, sous la pression de l'environnement ou sous l'emprise d'une émotion intense qui nous domine à cet instant. Nous n'agissons généralement pas avec une mauvaise intention. Nous faisons simplement de notre mieux avec les outils dont nous disposons. Lorsque nous regardons nos décisions sous cet angle, nous commençons à comprendre que ce que nous avons fait n'était pas le fruit de la méchanceté, mais de la confusion, de la peur ou de l'ignorance. Cela n'efface pas l'impact de ce qui s'est produit, mais cela adoucit la dureté avec laquelle nous nous jugeons. Il y a autre chose encore. La culpabilité nous enferme dans une identité figée. Elle nous dit que nous sommes ce que nous avons fait, que cette erreur nous définit. Le bouddhisme propose exactement l'inverse. Rien n'est figé, rien n'est définitivement terminé. Ce que nous avons fait ne détermine ni ce que nous sommes aujourd'hui, ni ce que nous serons demain. Cette idée ouvre un espace immense pour le changement. Si rien n'est figé, nous pouvons toujours transformer notre manière d'agir, de penser et de ressentir. Même ce qui nous pèse peut devenir une source de compréhension. Dans cette perspective, il ne s'agit pas de nier la culpabilité ni de la cacher, mais de nous en approcher avec curiosité. Se demander ce qu'elle cherche à nous dire, quelle blessure elle touche, quelle part de nous a besoin d'attention. Ce geste est profondément libérateur. Nous ne luttons plus contre ce que nous ressentons, nous l'écoutons. Et en l'écoutant, nous commençons à le comprendre. La compassion naît alors naturellement, lorsque nous voyons que derrière la culpabilité se cache la douleur, la peur et un désir profond de bien faire. Cette approche nous prépare aussi à quelque chose d'essentiel que nous aborderons plus loin, le pardon. Car comprendre la culpabilité de cette manière est l'étape préalable pour pouvoir la relâcher. On ne peut pas pardonner ce que l'on ne comprend pas, et on ne peut pas avancer tant que l'on reste accroché à l'image déformée que l'esprit construit du passé. Comprendre la culpabilité ne signifie pas tout justifier, cela signifie voir avec clarté, et, à partir de cette clarté, décider consciemment comment nous voulons vivre. Ce chapitre nous invite à transformer complètement notre relation à nos émotions, à laisser derrière nous la dureté et à nous ouvrir à une manière plus bienveillante de nous regarder. À partir de là, nous pourrons nous engager sur le chemin du pardon avec une base beaucoup plus solide, sereine et profondément humaine. Quand nous pensons au pardon, nous l'imaginons souvent comme un cadeau fait aux autres, comme une manière d'absoudre quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais la vision bouddhiste propose une autre lecture. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour nous. C'est un acte de libération intérieure. C'est le fait de déposer un poids que nous portons en nous et qui, sans que nous en ayons conscience, conditionne notre manière de vivre. Bien souvent, nous transportons des ressentiments mêlés à des déceptions, à d'anciennes blessures ou à des paroles qui résonnent encore dans notre mémoire. Nous croyons que rester en colère nous protège, comme si le ressentiment était une armure censée empêcher que l'on nous fasse encore du mal. Mais cette armure est lourde, elle nous empêche de respirer calmement, de savourer la vie, de nous ouvrir à de nouvelles relations, de faire confiance. Le bouddhisme enseigne que le ressentiment ne blesse pas la personne qui nous a fait du tort, il nous blesse nous-mêmes. C'est comme tenir un charbon brûlant en espérant qu'il brûle quelqu'un d'autre. Le seul à se brûler est celui qui le tient. Pardonner, dans cette perspective, ne signifie ni oublier ce qui s'est passé, ni le justifier. Cela ne signifie pas non plus refaire confiance, ni redonner une place à cette personne dans notre vie. Pardonner, c'est relâcher l'impact émotionnel que cet événement continue d'avoir sur nous. C'est cesser de le revivre sans cesse, arrêter de s'accrocher à la douleur, ne plus porter ce souvenir comme s'il faisait partie de notre identité. Il s'agit de nous libérer de l'histoire que l'esprit répète encore et qui nous maintient prisonniers de ce qui est déjà passé. L'un des piliers de cette vision est la compréhension que les êtres humains agissent à partir de leurs propres blessures, peurs et confusions. Cela n'excuse pas le mal causé,
mais cela permet d'en comprendre l'origine. Lorsqu'une personne fait du mal, elle n'agit pas depuis la clarté, mais depuis son propre chaos intérieur, parfois depuis l'ignorance, parfois depuis l'incapacité à gérer ses émotions, parfois depuis le manque d'outils pour affronter la vie autrement. Voir cela n'efface pas la douleur, mais cela transforme peu à peu la manière dont nous nous relions à elle. Le tort subi ne définit plus ce que nous sommes. Nous comprenons qu'il est le résultat de la souffrance d'un autre. Le pardon est aussi profondément lié à la liberté. Tant que nous entretenons un ressentiment, nous restons liés à la personne qui l'a provoqué, comme si ce lien continuait d'exister dans notre esprit. L'autre a peut-être poursuivi sa vie depuis longtemps, peut-être même a-t-il oublié ce qui s'est passé. Mais nous continuons, nous, à porter ce poids comme s'il était toujours présent. Pardonner, c'est rompre ce lien. C'est récupérer l'énergie que nous avons donnée au ressentiment et la ramener vers notre propre vie. Dans cette approche, le pardon est un processus, pas un instant. Nous croyons parfois qu'un jour, soudainement, nous devrions nous sentir libérés. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le pardon se construit par petits pas. Accepter ce qui s'est produit, observer comment cela nous affecte, cesser d'alimenter certains schémas mentaux, nous autoriser à ressentir la tristesse ou la colère sans nous juger, ouvrir peu à peu la porte à une compréhension plus vaste. C'est un chemin qui demande patience et sincérité, et il est profondément transformateur. Un point fondamental est que le pardon ne dépend pas du changement de l'autre. Il ne dépend pas d'excuses, ni de reconnaissance, ni d'un comportement particulier. Si nous conditionnons le pardon à cela, nous restons prisonniers de ce que nous ne contrôlons pas. Le bouddhisme enseigne que la véritable libération dépend toujours de nous, jamais des actions des autres. Le pardon est donc un acte intime, personnel, autonome. Nous ne le devons à personne. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Il est également essentiel de reconnaître que s'accrocher à la douleur ne répare pas ce qui s'est passé. Parfois, nous pensons que lâcher le ressentiment revient à minimiser ce que nous avons vécu, comme si pardonner était un manque de respect envers notre propre blessure. En réalité, c'est exactement l'inverse. Le ressentiment maintient la blessure ouverte. Le pardon permet qu'elle se referme. En pardonnant, nous honorons notre douleur parce que nous cessons de nous punir pour ce qui est arrivé. Nous lui permettons de cicatriser. Nous lui permettons de cesser de gouverner notre vie émotionnelle. Cette vision nous invite aussi à regarder le pardon depuis le présent et non depuis le passé. La vraie question n'est pas pourquoi cela est arrivé, mais comment voulons-nous vivre maintenant? Voulons-nous continuer à porter ce poids? Voulons-nous continuer à ressentir ce nœud dans la poitrine chaque fois que nous y pensons? Voulons-nous continuer à offrir de l'espace mental à quelque chose qui ne fait plus partie de notre vie actuelle? Parfois, nous réalisons que nous sommes attachés à cette douleur depuis si longtemps que nous n'imaginons même plus ce que serait la vie sans elle. Pardonner, c'est aussi se permettre de le découvrir. Le bouddhisme rappelle enfin que le pardon n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire parce que quelqu'un nous le demande ou parce que cela semble moralement valorisé. Le pardon naît lorsque nous comprenons le prix de ne pas pardonner. Lorsque nous voyons que le ressentiment nous vole notre énergie, notre calme, notre liberté. Et lorsque nous ressentons que déposer ce poids vaut la peine pour retrouver notre bien-être. Dans cette perspective, le pardon n'a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de bien. Il a tout à voir avec le fait d'être libre. Libre de ne plus rester prisonnier d'une histoire qui ne peut plus être changée. Libre d'ouvrir de l'espace pour la sérénité, la clarté et la compassion. Libre de se rappeler que nous sommes tous en chemin, avec nos erreurs, comme les autres avec les leurs. Ce chapitre nous prépare à une étape encore plus délicate, le pardon envers soi-même. Car lâcher ce que l'autre a fait est difficile, mais relâcher ce que nous avons fait peut être encore plus profond et transformateur. Se pardonner à soi-même est probablement l'une des tâches les plus difficiles à entreprendre. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que nous sommes souvent bien plus durs avec nous-mêmes qu'avec n'importe qui d'autre. Ce qui est frappant, c'est que face aux erreurs des autres, nous trouvons des explications.
Nous comprenons leurs peurs, nous reconnaissons leurs limites. Mais lorsque nous regardons nos propres fautes, un jugement implacable apparaît. Un jugement qui ne se contente pas de se souvenir de ce qui s'est passé, mais qui l'exagère, l'amplifie, le répète et en fait une étiquette permanente. Le premier pas pour te pardonner est de comprendre que tu n'es plus la même personne que celle qui a agi à ce moment-là. Et cette compréhension, aussi simple qu'elle puisse paraître, est profondément libératrice. Cela renferme une vérité immense. Au moment de l'erreur, tu n'avais pas l'expérience, la maturité émotionnelle, ni la vision que tu as aujourd'hui. Beaucoup de tes décisions ont été conditionnées par la peur, la pression, la confusion, ou même par le manque d'outils pour gérer ce que tu ressentais. Te pardonner implique de reconnaître ce contexte et de cesser de t'exiger d'avoir agi comme quelqu'un que tu n'étais pas encore. Un autre aspect fondamental consiste à reconnaître la différence entre le regret et le châtiment. Le regret te permet d'apprendre. Il t'aide à voir clairement quelle a été ta part, ce que tu aurais pu faire autrement et ce que tu peux améliorer. Mais dès que ce regret se transforme en châtiment, il cesse d'être utile. Le châtiment intérieur n'enseigne rien. Il bloque. Il te laisse prisonnier d'une douleur qui ne fait pas avancer, qui ne transforme pas, qui ne construit pas. Quand tu te punis, tu restes dans le passé. Quand tu regrettes avec honnêteté, tu peux faire un pas vers l'avenir. Te pardonner demande aussi de poser un regard plus humain sur toi-même. Nous vivons dans une société qui exige de nous d'être forts, cohérents, impeccables, efficaces. Mais cette exigence est irréaliste. Personne n'est impeccable. Personne ne réussit toujours. Personne n'est à l'abri d'émotions intenses qui, parfois, guident nos actions sans que nous en ayons conscience. Lorsque tu acceptes cela, une forme de bienveillance intérieure commence à émerger, qui n'a rien à voir avec une indulgence aveugle. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais de reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Te regarder avec honnêteté est également essentiel. Te pardonner ne signifie pas minimiser ce qui s'est passé, ni faire comme si cela n'avait jamais existé. Cela signifie le regarder avec clarté, sans l'exagérer et sans le maquiller. Cela signifie reconnaître ta responsabilité sans transformer cette responsabilité en condamnation. Te regarder avec honnêteté te permet de voir l'erreur à sa juste taille, et non dans la version démesurée que la culpabilité crée. À partir de cette clarté, tu peux décider comment agir désormais. L'un des plus grands obstacles au pardon de soi est l'idée que tu ne le mérites pas. Beaucoup de personnes croient que se pardonner serait une forme de récompense qu'elles n'ont pas gagnée. Mais le pardon n'est pas une récompense, c'est une nécessité émotionnelle. C'est une manière de cesser de prolonger une souffrance qui n'apporte plus rien. Personne ne grandit à partir du châtiment. La transformation naît de la compréhension, et la compréhension apparaît lorsque tu t'autorises à regarder ton monde intérieur avec plus de douceur et moins de dureté. Il est aussi important de reconnaître que se pardonner ne signifie pas oublier. La mémoire est là, et il n'est pas nécessaire de l'effacer, mais tu peux changer la relation que tu entretiens avec elle. Au lieu de te souvenir de l'erreur comme d'une preuve que tu n'as pas de valeur, tu peux la voir comme un point de bascule, comme un moment qui t'a appris à agir autrement, à être plus sensible, à poser des limites, à mieux communiquer ou à mieux écouter. Chaque erreur contient un enseignement, mais celui-ci n'apparaît que lorsque tu cesses de te punir et que tu commences à t'écouter. La culpabilité que nous ressentons envers nous-mêmes se maintient grâce à une forme de pensée répétitive qui nous dit que nous aurions dû en savoir plus, agir mieux ou prévoir ce qui allait se produire. Mais cette idée n'est pas réaliste. Personne ne peut tout prévoir. Personne ne lit l'avenir. Personne ne dispose d'une vision parfaite de la situation au moment exact où il agit. L'autocompassion se construit lorsque tu reconnais cela sans excuse, sans embellissement et sans dramatisation. Tu acceptes simplement que tu es humain. Un autre élément essentiel consiste à apprendre à soutenir tes émotions sans les fuir. Bien souvent, nous avons du mal à nous pardonner parce que nous évitons de ressentir la tristesse ou la honte qui apparaissent lorsque nous regardons l'erreur en face. Mais ressentir ces émotions ne te rend pas faible. Au contraire, cela te donne de la force.
Cela te permet de comprendre ce qui s'est passé de l'intérieur. Lorsque tu t'autorises à ressentir sans te punir, le pardon commence à prendre forme, non pas comme un mot, mais comme une expérience réelle. L'autocompassion est aussi liée au langage que tu utilises envers toi-même. Observe la manière dont tu te parles intérieurement. Bien souvent, nous utilisons des expressions dures, catégoriques, des sentences que nous ne dirions jamais à quelqu'un d'autre. Changer ce dialogue intérieur ne signifie pas être naïf. C'est choisir un traitement plus juste. C'est te dire ce dont tu as besoin pour avancer et non ce qui alimente la douleur. Un langage intérieur plus bienveillant n'élimine pas la responsabilité, mais il élimine la cruauté inutile. Enfin, se pardonner demande un engagement envers le présent. Tu ne peux pas changer ce que tu as fait, mais tu peux décider comment vivre maintenant. Tu peux agir avec plus de clarté, plus de calme, plus de respect envers toi-même et envers les autres. Tu peux transformer ce qui te pèse en une source de croissance. Le pardon envers soi-même n'est pas une clôture immédiate, c'est un chemin que tu parcours avec patience. Et chaque pas que tu fais t'approche d'une plus grande liberté intérieure. Ce chapitre nous amène vers un élément qui complète ce processus, le pardon envers les autres. Car une fois que tu apprends à te regarder avec plus d'humanité, tu découvres que ce même regard peut se tourner vers l'extérieur. C'est ce que nous explorerons dans le chapitre suivant. Pardonner aux autres et lâcher les rancunes. Pardonner aux autres est l'un des actes les plus libérateurs que nous puissions accomplir, mais aussi l'un des plus difficiles. Lorsqu'une personne nous blesse, quelque chose se brise en nous. Cela peut être la confiance, le respect, la sécurité, ou même l'image que nous avions de cette personne. Il est normal que des émotions intenses apparaissent. La colère, la tristesse, la déception, la peur, parfois même un sentiment de trahison. Le problème survient lorsque ces émotions restent actives trop longtemps. Elles commencent alors à se transformer en quelque chose de plus profond. Une rancune qui s'enfonce en nous comme une épine. Parfois, nous pensons que conserver cette rancune est une manière de nous protéger, que rester sur nos gardes et en colère empêchera qu'on nous fasse à nouveau du mal. Mais il se produit exactement l'inverse. La rancune nous fait revivre sans cesse la douleur initiale. Elle permet à un événement passé de continuer à influencer notre présent. C'est comme une blessure que nous empêchons de cicatriser parce que nous continuons à la toucher. La rancune n'empêche pas l'autre de nous blesser, elle prolonge simplement la blessure que nous portons déjà. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire que c'était bien, ni que nous l'accepterons à nouveau. Ce n'est pas non plus d'autoriser cette personne à rester dans notre vie. Pardonner est un acte strictement personnel. C'est une décision qui concerne notre monde intérieur et non les relations que nous maintenons ou que nous choisissons de couper. Il y a des personnes que nous pardonnons profondément et avec lesquelles, malgré tout, nous décidons de ne plus avoir de contact. Cela n'enlève rien à la valeur du pardon. Au contraire, cela le rend plus authentique. L'une des clés du pardon consiste à comprendre que le comportement des autres est profondément conditionné par leurs propres blessures. Chaque personne porte son histoire, ses peurs, ses insécurités et les limites qu'elle traîne depuis des années. Bien souvent, le mal que nous recevons n'est pas né de la malveillance consciente, mais de la douleur non résolue de l'autre. Cela n'a pas été planifié. C'est né de la maladresse émotionnelle de l'autre personne, de son incapacité à gérer un moment de tension, de son impulsivité ou de son manque de compréhension. Cela n'efface pas la blessure, mais ouvre une porte pour comprendre comment cela s'est produit. Une autre manière d'aborder le pardon consiste à réaliser que les personnes ne sont pas figées. Tout comme tu n'es plus la même personne que celle qui a pris des décisions que tu regrettes aujourd'hui, les autres ne le sont pas non plus. Ils ont agi avec les outils dont ils disposaient à ce moment-là, avec leurs lumières et leurs ombres. Et même si cela n'est pas toujours visible, bien souvent le mal qu'ils ont causé ne reflétait pas une intention réelle, mais leur confusion ou leur incapacité. Comprendre cela ne minimise pas l'impact de ce qui a été fait, mais permet à ton cœur de cesser de lutter contre un ennemi imaginaire. Un obstacle fréquent au pardon est le sentiment d'injustice.
Nous pensons que si nous pardonnons, l'autre personne est libérée de toute responsabilité. Or, le pardon n'efface la responsabilité de personne. Il cesse simplement de mettre l'accent sur la punition pour le placer sur la guérison. Quand tu pardonnes, tu n'excuses pas ce qui s'est passé. Tu choisis de ne plus porter plus de douleur que nécessaire. Tu choisis de faire passer ton bien-être avant le désir que l'autre reçoive une quelconque compensation émotionnelle. Il y a un autre point essentiel. Le pardon ne se produit pas en un instant. C'est un processus qui avance à son propre rythme. Parfois, tu as l'impression d'être sur le point de lâcher prise. Puis soudain, la colère ou la tristesse reviennent. C'est normal. Le pardon n'est pas linéaire. Il demande de la patience, de l'honnêteté et un équilibre constant entre t'autoriser à ressentir et en même temps ne pas nourrir les pensées qui te maintiennent attaché au passé. Certains jours, tu te sentiras plus proche du pardon, d'autres un peu plus loin. L'essentiel est que la direction reste la même. Une pratique profondément transformatrice consiste à observer le ressentiment sans le juger. Ne pas chercher à l'éliminer brutalement, mais le regarder comme on observe un nuage passer. Te demander ce que tu tiens exactement. Est-ce de la peur, de la douleur, la sensation d'avoir perdu quelque chose, une attente déçue, une blessure plus profonde? Lorsque tu comprends quelle émotion se cache sous le ressentiment, celui-ci perd de sa force. Il n'est plus un monstre. Il devient une émotion humaine, capable de se transformer. Il est aussi important de reconnaître que le pardon ne dépend pas du comportement de l'autre. Souvent, nous attendons qu'il change, qu'il demande pardon, qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Mais certaines personnes ne le feront jamais, non parce qu'elles ne mesurent pas ce qui s'est passé, mais parce qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles manquent de maturité émotionnelle ou parce qu'elles sont incapables d'affronter leur propre erreur. Si tu relis ton pardon au repentir de l'autre, tu restes prisonnier d'une attente sans fin. Le pardon est un acte d'autonomie émotionnelle. Tu le fais pour toi, pas pour eux. Un autre aspect libérateur est de comprendre que le pardon n'efface pas la mémoire et ne supprime pas la leçon apprise. Ce qui l'efface, c'est la souffrance ajoutée. La mémoire peut rester, mais elle ne blesse plus, elle n'interfère plus avec la personne que tu es aujourd'hui. La différence entre se souvenir et revivre est immense. Ce souvenir permet d'apprendre. Revivre replonge dans le passé. Le pardon marque précisément cette frontière. Lorsque tu commences à lâcher prise pour de vrai, tu sens que quelque chose se détend à l'intérieur. Le corps respire mieux, l'esprit s'apaise, l'émotion cesse d'être un courant violent pour devenir un souvenir qui ne gouverne plus ta vie. Pardonner te rend ton énergie, te rend ta clarté, te rend la possibilité de te relier aux autres depuis la tranquillité et non depuis la méfiance. Et surtout, il te rend ta liberté. Ce dernier chapitre ferme le cycle que nous avons ouvert en parlant de la culpabilité. Après l'avoir comprise, regardée avec honnêteté, transformée, et après avoir appris à te pardonner à toi-même, tu es prêt à faire ce pas décisif. Laisser aller les autres et permettre à ta vie d'avancer sans le poids de ce qui s'est produit. Non pas parce que ce qui est arrivé n'avait aucune importance, mais parce que toi, tu en as davantage. Et parce que la liberté intérieure mérite toujours cet effort. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage intérieur. Nous avons parcouru un chemin qui va de la culpabilité au pardon, en passant par la compréhension, l'autocompassion et la capacité de lâcher ce que nous n'avons plus besoin de porter. J'espère que ces réflexions t'ont apporté de la clarté, du soulagement et la sensation qu'il existe en toi, un espace vers lequel tu peux toujours revenir pour retrouver le calme. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à continuer ce chemin avec moi dans les prochaines vidéos. Que tu avances avec légèreté, sérénité et liberté. Merci d'être ici.